le bilan du pouvoir est catastrophique. L'échec est cuisant. Après 40 ans de pouvoir, on a donné la preuve de l'incapacité à amener le Congo vers le développement. On ne peut même pas parler d'émergence. C'est pour ça que nous pensons à l'endroit des Congolais, dire rien ne nous sera donné sur un plateau d'argent. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes riches, mais nous ne profiterons de notre richesse que lorsque nous nous lèverons et nous ferons comprendre aux gouvernants que nous ne pouvons plus supporter la vie et la situation telle que nous la vivons. Chers compatriotes, regardez ce qui se passe à travers l'Afrique. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe au Niger. Regardez comment dans ces pays, on a pris conscience qu'en réalité, si on est debout, on peut œuvrer pour aller au développement. Il n'y a pas de raison que les pays de l'Asie, qui étaient pratiquement au même niveau que nous, dans les années 60, au moment des indépendances, se soient développés et que le Congo soit au niveau où il se trouve aujourd'hui. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, le 11 novembre 2023, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission Grand Angle. Nous avons retenu de respecter cet engagement. Je dois d'abord vous signaler que j'ai reçu toutes les interpellations que vous m'avez faites s'agissant des problèmes liés à la Constitution et surtout au retour constitutionnel. J'en ai pris bonne note. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces aspects. Aujourd'hui, j'ai tenu à aborder un certain nombre d'aspects. C'est les déconvenus du pouvoir de Brazzaville ces derniers temps, notamment au cours du mois d'octobre et en ce début du mois de novembre. Et j'ai pensé que ces problèmes, il fallait sensibiliser les Congolais sur ces problèmes pour que nous en ayons tous une meilleure compréhension. Je dois vous rappeler qu'au début de l'année 2023, nous avons appris un scandale qui était celui de la société Orion Hall, où plusieurs personnalités avaient été citées. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco.
Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. On a choisi d'être silencieux, mais ce n'est pas le silence qui règle un certain nombre de problèmes. Par la suite, nous avons vécu un certain nombre d'événements qui ne peuvent pas nous laisser tranquilles, qui ne peuvent pas nous laisser silencieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'échanger avec vous sur les thématiques suivantes. Le premier point, c'est la vente aux enchères de l'avion présidentiel. Ça a été une véritable humiliation pour le Congo. Cet avion aurait, dit-on, été vendu pour près de 7 millions d'euros, alors qu'il en coûtait près de 25 millions. Mais ce n'est pas ça qui nous a également préoccupés. Ce qui nous a également préoccupés, c'est que nous avons appris que cet avion n'était pas immatriculé au nom de la République du Congo, mais plutôt au nom d'un particulier. L'avion du président, qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne. Et il est curieux que notre justice soit silencieuse sur ce genre de problème lorsque nous parlons de bonne gouvernance. Mais ce n'est pas fini. Nous venons d'apprendre à travers Africa Intelligence que le Congo a perdu encore à la Cour arbitrale de Paris parce que le Congo avait introduit un recours pour l'annulation de la dette de 1,5 milliard d'euros de dollars que nous devons à Comis Impex. Cette affaire commence à gêner les Congolais. Elle dure depuis les années 90. Il faut qu'on en termine. Et il faut surtout que nous terminons avec le problème de la dette. Ce premier problème montre bien que le Congo est aujourd'hui humilié à plusieurs niveaux. Le deuxième problème que nous allons évoquer, c'est les éléphants blancs. J'ai bien apprécié l'intervention du journaliste économiste Alphonse Ndongo, qui faisant le commentaire sur ce fameux immeuble de 30 étages qui aurait coûté 174 milliards de francs CFA. Il a parlé des éléphants blancs et il a rangé ça au même titre que plusieurs éléphants blancs que nous connaissons déjà, parmi lesquels l'hôtel Alima à Oyo, parmi lesquels l'hôtel Pefako à Brazzaville et un certain nombre d'autres. Et les Congolais ont été surpris des commentaires faits par les gouvernants. En réalité, lorsqu'on réfléchit, on pense immédiatement aux problèmes de surcoût, aux problèmes de surfacturation, aux problèmes d'enrichissement illicite. N'oubliez pas que l'université de Brazzaville, dont le coût était prévu à près de 241 milliards de francs CFA, aurait permis la construction au Sénégal ou en Côte d'Ivoire de 4 universités. Il faut que nous soyons préoccupés par ces méthodes d'enrichissement illicite que nous devons arrêter parce que regardez la souffrance des Congolais. Mais le troisième problème, nous allons l'évoquer, c'est le tintamarre qui est fait à travers la dernière mission du Fonds monétaire international. Il semblerait que le Fonds monétaire international aurait félicité le Congo pour les réformes que le Congo entreprend, pour les réformes structurelles que le Congo met en œuvre. De quelles réformes s'agit-il? Parce qu'il y a une réforme essentielle, fondamentale pour le Congo, que le Congo n'arrive pas à mettre à exécution. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit tout simplement de la lutte contre la corruption qui doit permettre la récupération des fonds importants qui ont été dilapidés du trésor public. Et nous sommes surpris parce que nous sommes à la 4e revue. Il n'en restera que 2. Nous sommes rassurés aujourd'hui que le Fonds monétaire ne permettra pas à cet lieu au Congo de sortir de la grave crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Et s'agissant du domaine économique et financier, les Congolais savent qu'ils s'enfoncent tous les jours dans une grave crise économique, dans une grave souffrance. Et ce n'est pas les déclarations du Fonds monétaire ou du gouvernement
qui vont nous en sortir. Je crois qu'il faut que nous ayons une autre façon de voir les choses. Il faut que les Congolais commencent à comprendre que le Fonds monétaire n'apportera pas la solution, la véritable solution aux problèmes que le Congo connaît, quelle que soit la forme que l'on prendra. Après cette affaire du Fonds monétaire, nous venons à ce problème des terres. Au moment où nous nous battons, et les Congolais ont exprimé leur mécontentement, s'agissant des accords avec le Rwanda, s'agissant des terres, sous prétexte que 121 000 hectares auraient été attribués pour la culture du ricin, 11 000 hectares auraient été attribués à Yamba. Tout ça avant que les fameux accords n'aient reçu l'autorisation de ratification par le Parlement, ce qui est extrêmement grave. De terres agricoles vont être mises à la disposition du Rwanda dans 3 départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les 2 États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Et on a déjà mis en exécution des accords sans que l'autorisation n'ait été donnée. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas ça qui nous amène à vous en reparler aujourd'hui. Nous allons continuer à nous préoccuper de la situation du Rwanda. Mais aujourd'hui, nous découvrons un arrêté qui fait état qu'un décret aurait été signé pour accorder 11 000 hectares à la société Mali Development pour un franc symbolique. C'est très, très scandaleux. Et on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas tolérer cela. Pourquoi? Parce que nous avons l'article 53 de la Constitution qui dit clairement que les biens de l'État sont sacrés, que les biens du domaine public sont inaliénables, ils sont incessibles, ils sont imprescriptibles, ils sont insaisissables. Malgré l'existence de cet article 53, nous avons l'article qui dit clairement que nulle cession, nul échange ou nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui doit se prononcer sur la base d'un référendum. Les Congolais se rendent compte à quel niveau nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est pratiquement préoccupant. Les gouvernants ont choisi de faire que nous ne soyons plus nous-mêmes dans notre propre pays. Et ils ont choisi de diviser ce pays pour le céder à des étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous pensons que c'est une préoccupation extrêmement grave. Et nous interpellons les Congolais pour qu'ils soient debout sur ce problème. Après ce problème, nous allons évoquer le budget. Nous sommes déjà revenus sur le budget, mais nous en parlons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce budget a été déposé sur la table du Parlement. Les parlementaires sont les représentants du peuple. Et les orientations qui ont été dégagées pour ce budget posent un certain nombre de problèmes. Il semblerait que dans l'exécution de ce budget, il y aurait un gap de financement de près de 199 milliards de francs CFA. Et le gouvernement propose qu'on se rapproche des partenaires économiques et financiers, des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour couvrir, c'est-à-dire pour que nous allions encore aggraver la situation de notre dette, ce qui est intolérable. Nous interpellons particulièrement les parlementaires pour dire que le Congo est un pays riche. L'argent est détenu par une minorité de gens qui l'ont planqué dans les paradis fiscaux. Je vous rappelle le chiffre de 133 000 milliards de francs CFA qui nous a été donné par notre compatriote Alphonse Maboussou si brillamment. Mais on constate que les gouvernants ne veulent pas s'attaquer à ce problème parce qu'en réalité, il s'agit pour eux-mêmes de se protéger parce que ce sont eux qui sont les bénéficiaires de cet enrichissement illicite et ils ne veulent pas s'attaquer, mais il faut qu'ils sachent qu'en s'attaquant à ce problème, ils vont améliorer le sort et les conditions de vie des Congolais. Le dernier aspect que je vais évoquer là-dessus, que les Congolais connaissent suffisamment, c'est le fiasco du sommet des 3 bassins. Les gouvernants congolais avaient espéré faire venir les présidents Lula du Brésil
Emmanuel Macron de la France pour redorer leur blason. Peine perdue. Ça a été un échec cuisant. Et ça, c'est le premier problème que nous soulevons. Le deuxième problème que nous soulevons, dans le discours que M. Denis Sassou Nguesso a prononcé à cette occasion, il a énoncé qu'il fallait aller au dialogue pour régler les conflits. Diable. Pourquoi ce mot dialogue n'est utilisé au Congo que lors des rencontres internationales? Pourquoi il ne s'est jamais appliqué au Congo, notre propre pays, alors que les articles 227 et 228 qui mettent en place le Conseil national de dialogue sont clairs sur cette question? Le troisième problème, et il faut insister là-dessus, c'est l'intervention magistrale du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tenu à rappeler que les Africains eux-mêmes étaient à la base des malheurs des autres Africains et qui a tenu de façon magistrale à rappeler qu'il était dommage que l'on observe le tribalisme à notre niveau, que l'on observe la haine de l'autre, que l'on voit que ceux qui vous appellent frères sont les mêmes qui vous poignardent dans le dos. Nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et je crois que cette interpellation a été bien écoutée, bien saisie par les Congolais. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Le dernier aspect que je vais évoquer sur ce fameux sommet, c'est l'intervention de la ministre de l'Environnement sur un plateau de télévision où elle recherche, où elle revendique qu'on nous apporte des financements pour nous développer. Il est temps de nous dire aujourd'hui, yeux dans les yeux, que nous voulons un langage de vérité, que les Africains sont conscients, ont toujours été conscients, que nous sommes ce poumon de l'humanité aujourd'hui et qu'il nous faut des financements pour aller à une transition énergétique parce qu'il nous faut tout simplement nous développer. Sans énergie, nous ne pouvons pas nous développer. J'insiste. Comme il a été dit dans le reportage, nous ne pouvons pas serrer la ceinture pour que les pays riches respirent. C'est inacceptable, c'est inadmissible, cette injustice climatique aujourd'hui. Laurence Karaman. Oui, certainement, mais il ne faut peut-être pas mettre tous les pays africains dans le même sac. Il y a des pays africains qui n'ont absolument aucune ressource énergétique, mais ça n'est pas le cas du Congo, qui possède des ressources pétrolières et qui donc a de l'énergie et pourrait donner accès à l'énergie à sa population. Simplement... Moi, je ne comprends pas le rapport. Vous insistez, vous passez votre temps à parler de nos énergies fossiles, mais nous en faisons ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous rendons au reste du monde un service écosystémique. Pourquoi nous n'avons pas droit à ces financements? Est-ce que le Congo peut se plaindre d'un manque de financement? Est-ce que le Congo a besoin de rechercher des financements au Fonds monétaire ou auprès des partenaires économiques et financiers pour se développer? À ce propos, nous tenons à rappeler que nous avons toujours ce problème de 14 000 milliards qui se sont évaporés. Une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. S'agissant des excédents budgétaires, nous pouvons rappeler qu'il y a ce problème d'une route imaginaire de 137 kilomètres. Je peux vous entendre, Monsieur le ministre, quand vous avez parlé de contrat sur l'entreprise de Total. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 137 kilomètres. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, Monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas? Nous pouvons évoquer les scandales, ils sont tellement nombreux. Si les Congolais détiendraient par devers eux 5 500 milliards. Mais diable, pourquoi ce gouvernement est incapable
de mener des démarches pour récupérer cet argent, améliorer le sort des Congolais. Regardez les premières qui ont commencé. Regardez le drame à Pointe-Noire. Regardez le drame à Brazzaville. Est-ce qu'on va continuer? Comme j'ai interpellé les parlementaires, j'interpelle les gouvernants, mais j'interpelle aussi les Congolais, parce que c'est par notre silence que nous avons favorisé la réalisation d'un certain nombre de faits. Après avoir fait ce tableau, j'en arrive à la conclusion. Une nouvelle fois, à travers ces quelques faits que nous avons relevés, le bilan du pouvoir est catastrophique. L'échec est cuisant. Après 40 ans de pouvoir, on a donné la preuve de l'incapacité à amener le Congo vers le développement. On ne peut même pas parler d'émergence. C'est pour ça que nous pensons à l'endroit des Congolais, dire rien ne nous sera donné sur un plateau d'argent. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes riches, mais nous ne profiterons de notre richesse que lorsque nous nous lèverons et nous ferons comprendre aux gouvernants que nous ne pouvons plus supporter la vie et la situation telle que nous la vivons. Chers compatriotes, regardez ce qui se passe à travers l'Afrique. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe au Niger. Regardez comment dans ces pays, on a pris conscience qu'en réalité, si on est debout, on peut œuvrer pour aller au développement. Il n'y a pas de raison que les pays de l'Asie, qui étaient pratiquement au même niveau que nous, dans les années 60, au moment des indépendances, se soient développés et que le Congo soit au niveau où il se trouve aujourd'hui. Chers compatriotes, j'ai tenu et je tiens à vous interpeller. Le destin du Congo doit être entre les mains des Congolais. C'est à nous d'agir pour développer le Congo. Moi, j'apporterai ma modeste contribution à travers cette émission. Je pense agir pour une plus grande prise de conscience. Je pense agir pour interpeller les parlementaires, pour interpeller les gouvernants, afin que nous présentons aux Congolais un cadre de vie meilleur que celui que nous connaissons maintenant. Merci pour votre attention. Nous aurons encore l'occasion de nous retrouver samedi prochain et à bientôt. Je serai toujours fidèle à ce rendez-vous. Merci pour votre aimable attention.